Aucun répit n'est offert aux Maliens. On a appris à la mi-journée qu'un camp de l'armée était attaqué à Tombouctou. Il est situé dans le centre-ville. Une source sécuritaire assure que l'armée est en train de riposter. On en parle avec vous, Wassim Nasr, bonjour. Bonjour. Les attaques djihadistes sont vraiment incessantes là. Effectivement, et donc cette attaque de Tombouctou dont vous parlez était la dernière d'une série. Donc effectivement, la caserne qui est dans le centre-ville a été attaquée. D'après mes informations, 6 des assaillants ont été tués. Ils sont rentrés dans la caserne, puis ils se sont retirés. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ça s'est déroulé. Donc il y a 3 checkpoints qui ont été attaqués en même temps, 2 à l'est de la ville, dont celui de Ber, nommé le checkpoint de Ber, et un au nord de la ville. Et en même temps, l'aéroport de la ville a été bombardé, l'aéroport où sont basés les mercenaires russes. On peut les appeler Wagner ou Afrera Korp. Donc c'est une attaque coordonnée qui s'est déroulée d'une manière très organisée et qui a pris fin, d'après ce que je sais. Alors on parle, l'attaque est terminé. Donc ça vient après une série, comme on voit ici sur la carte, donc celle de Tombouctou aujourd'hui, mais avant celle-ci, il y a eu hier l'attaque de Boulkessi, on va en parler, et puis les attaques de drones, là c'est les FLA, les rebelles à Sompi, et surtout aussi l'attaque de Dioura. On va commencer par les images de Boulkessi hier. Donc on va voir donc les djihadistes du JNIM qui ont investi la caserne de Boulkessi, et là on les entend dire qu'ils sont à Boulkessi. Donc évidemment les images, c'est des images amateurs. On ne voit pas grand-chose là sur les images qu'on voit, mais on entend les sifflements des voitures qui brûlent. Donc ce sont les sifflements des voitures qui brûlent et les djihadistes qui sont au cœur de la ville. Sur d'autres images qu'on a, on va voir les djihadistes qui disent avoir tué un mercenaire de Wagner. Là, on le voit. On s'excuse pour les images. Donc il a la peau claire, sauf que ce n'est pas un mercenaire de Wagner, c'est un capitaine touareg de l'armée malienne. Donc la peau claire. Et là, on voit très clairement, en tout cas sur ces images, comment ils ont contrôlé la caserne et les alentours de la caserne. On passe aux images de Dioura, donc l'attaque de Dioura, qui est une attaque très importante. Donc voici les images de l'attaque. Ça, c'est le début de l'attaque, et cette attaque a été commandée par un Peul, Abou Mokhtar Al-Ansari, et là on voit les militaires maliens quitter la caserne, donc en train de s'enfuir face aux djihadistes qui ne leur tirent pas dessus, donc c'est à noter. Ils leur laissent une porte de sortie parce que eux, ce qui les intéresse, évidemment, c'est d'attaquer l'armée malienne, mais c'est surtout de récupérer armes, munitions, gasoil et tout ce qui est dans la caserne, et on voit les militaires maliens s'enfuir par image de drone. Donc l'attaque a été guidée par drone. Le drone, c'est pas juste pour la propagande, mais il guide les opérations au sol. Sur d'autres images qu'on ne peut pas vous montrer, on voit les militaires maliens qui essayent de défendre leur position, sauf qu'ils sont submergés par les djihadistes qui savent exactement où ils sont, parce qu'ils les monitorent, ils les regardent via le drone. Ce qui est intéressant par rapport à cette attaque de Dioura aussi, c'est qu'on a aussi le colonel Hossein Roulam qui a participé à l'attaque. Donc le colonel Hossein Roulam, on a une vidéo de lui dans la caserne, pour le coup qui n'a pas été diffusée par les djihadistes, mais qu'on a pu obtenir. Donc le voilà. Donc c'est un ancien colonel de l'armée malienne, c'est un ancien membre du mouvement arabe de l'Azawad qui a rejoint le JNIM en avril 2024, ce qui prouve que le JNIM attire aussi dans ses rangs des anciens militaires, des anciens rebelles, mais qui se prouve aussi que cette attaque de Dioura était coordonnée entre les unités du centre, donc à majorité Peul, et les unités du nord, à majorité Touareg. Donc capacité de coordination d'opérations militaires plutôt complexes. Vous dites qu'on ne peut pas montrer des images parce qu'elles sont violentes. Exactement. Ce sont là des attaques complexes, Wassim. Parfois, le mode d'action du JNIM est plus élémentaire. Il est beaucoup plus, on va dire, avec moins de dégâts, disons. Là, par exemple, on ne l'a pas dit, l'attaque de Boulkessi, c'était plus de 70 morts, et l'attaque de Dioura, plus de 40 morts, et l'attaque de Dioura, jusqu'à l'heure, n'a pas été reconnue par les autorités maliennes. Donc ça, c'est aussi à noter. Donc le JNIM est en train d'exercer une pression importante à travers le pays depuis le 30 mai. Donc ce qui veut dire, par exemple, aujourd'hui, assassinat de 2 militaires à Kona, à Mopti, un IED, un engin explosif sur la route entre San et Bella, à Sikasso, et un autre IED dans la région de Kidal, entre Kidal et Anefif. Et puis hier, 3 IED, donc engins explosifs, entre Diedeni et Kolokani, sur la route de Koumantou, donc à Sikasso, et entre San et Kimparana. Donc plusieurs différentes régions. Et puis le 30 mai, la prise du poste militaire de Sierra Corolla ou des attaques de checkpoint comme à Koulikoro. Donc ces attaques d'IED entravent la capacité de l'armée malienne de bouger et les occupent à plusieurs endroits. Donc ça les éparpille. Mais ils ne font pas que ça. Ils font aussi, là on voit des armes par exemple, ce sont les accords locaux qu'ils ont conclus avec les milices d'Ozo. Et là c'est des milices d'Ozo du centre qui sont en train de rendre leurs armes et donc de se soumettre d'une certaine manière au JNIM, parce que le JNIM fait aussi dans les accords locaux, après avoir
avoir, par exemple, encerclé des villes et fait des blocus contre des villes, vu que l'État Bamako n'arrive pas à desserrer le blocus. Donc le JNIM rentre dans des accords avec les notabilités locales, dont certaines sont considérées comme des représentants de Bamako. Sauf que finalement, ils font leur deal à leur sauce, dans leur zone, et font fi de la volonté de Bamako, qui est hors jeu dans ce registre-là. Donc on a vu les armes données par les Dozo, mais il y a aussi des alliances avec d'autres acteurs. On va voir par exemple une vidéo de Mahmoud Bari, qui est un chef religieux, disons, du JNIM. C'était pour le Eid passé. Et on voit sur cette vidéo, il y a Iyad Agali, et le monsieur qui a un basin bleu vert haut, qu'on voit ici à l'image, ce n'est autre que Al-Rabbas Ag-Intala, un des chefs les plus importants du FLA, donc du Front de Libération de l'Azawad, rebelle. On a une photo de lui, on va la voir. Pendant ce moment aussi, donc la photo, le voilà. Donc il est en réunion, après cette réunion avec le JNIM. Pourquoi ? Donc il y a une alliance. Donc il y a une alliance, c'est l'accord dont on a parlé plusieurs fois entre FLA et JNIM, mais aussi parce qu'Al-Rabbas Ag-Intala a une mission, c'est la mission de coordination et de rapprochement, disons, avec le JNIM. Donc ça, c'est très important. Et on voit aussi qu'eux aussi, les FLA mettent une pression, comme on l'a vu sur la carte, avec l'attaque de drones de Sompi. Drone explosif, une capacité que le JNIM n'a pas. Sur les drones, l'un des acteurs, un chef rebelle, a adressé une lettre au président Erdogan, au président turc, à propos du drone, à propos des drones. À propos des drones turcs, et ce n'est autre qu'Al-Rabbas Ag-Intala dont on parlait. Donc on va le voir en vidéo parce qu'on l'avait interviewé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le voilà ici au Mali. Donc ce chef rebelle du FLA, un des plus importants du groupe, a adressé une lettre très claire au président turc Erdogan, l'appelant à cesser de fournir des drones et leurs munitions aux juntes et en particulier au Mali. Ce n'est pas la première fois. C'est la première fois que c'est signé par sa main, mais il y a eu plusieurs, on va dire, communiqués à l'adresse de la Turquie, virulents ou moins virulents, de la part des rebelles, de leur porte-parole, mais aussi de la part du JNIM. Le JNIM qui est allé très loin aussi dans la vindicte de la Turquie en l'accusant d'être partenaire dans ces opérations. Parce que pourquoi ? Parce que les frappes de drones causent beaucoup de morts civiles. Donc plusieurs voix sont en train de s'élever à cause de cette incompréhension de la politique turque, cette politique de drones. Sauf qu'on voit, par exemple, dernièrement, il y a moins de frappes de drones. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de munitions. Et pourquoi il y a un manque de munitions ? Parce que les factures ne sont pas payées à temps par Bamako. Donc ça ramène cette histoire de drone à un niveau plutôt commercial qu'à un niveau stratégique. Donc ces appels ne sont pas vides de sens et ils peuvent aboutir s'il y a des oreilles qui entendent ces appels du côté d'Ankara. Et il faut rappeler aussi que plusieurs acteurs maliens d'un spectre assez large commencent à s'exprimer. On a l'imam Diko qui est exilé en Algérie. Il y a plusieurs aussi représentants politiques qui sont exilés, qui lèvent la voix concernant les massacres commis par l'armée et qui sont devenus la norme, comme le dernier massacre par exemple à Diafarabé commis par l'armée malienne et qui est documenté. Donc il y a une grosse pression du JNIM et une grosse pression politique aussi et une grosse pression au niveau militaire parce qu'on parle de plus de 300 militaires maliens morts depuis le mois de mai. Merci infiniment pour ces informations exclusives et ces images. Wassim Nasr, voilà pour la situation aussi à Tombouctou. Vous nous disiez que l'attaque est terminée là-bas.